Donc, de retour sur le plateau pour notre discussion sur l'art. On a un invité de marque, un grand artiste, un plasticien. C'est Monsieur Mohamed Bartash qui est donc un grand plasticien qui est né au Caire. Vous êtes né au Caire en 1969 et vous possédez un parcours singulier alliant management et art. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc on va parler de l'art, de l'art et ou l'intelligence artificielle et l'art plastique surtout, mais juste après ce reportage. Ok, d'accord. Mohamed Bartash, un artiste égyptien qui célèbre la pluralité des vérités à travers son art. Né au Caire en 1969, Mohamed Bartash possède un parcours singulier alliant management et art. Diplômé en management de l'Université de Washington, certifié en gouvernance d'entreprise et expert en partenariat stratégique, il a su concilier rigueur académique et créativité artistique. Son intérêt pour les arts visuels l'a conduit à étudier auprès du grand peintre égyptien Sabri Roreb ainsi que de l'ambassadeur et artiste mexicain Héctor Cárdenas. Il a également participé à plusieurs ateliers artistiques en Espagne, enrichissant ainsi son approche esthétique d'une dimension interculturelle. En 2024, l'une de ses œuvres a été sélectionnée parmi celles de 100 artistes internationaux. Bartash a également présenté 9 expositions individuelles et participé à 10 expositions collectives en Égypte, en Grèce, en Allemagne, au Luxembourg, en France et en Suisse. Ces œuvres font aujourd'hui partie de collections privées dans plusieurs pays: Chypre, Dubaï, l'Égypte, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, le Liban, le Mexique et la Suisse, ainsi que de prestigieuses institutions telles que l'UNICEF à Paris, le musée gréco-romain d'Alexandrie, le musée Capelouzos à Athènes et la Fondation européenne Rahn Dietrich pour l'éducation et la culture à Leipzig. Pour Mohamed Bartash, la vérité n'est pas unique. Il défend l'idée qu'il n'existe pas de vérité universelle, mais une pluralité de vérités, chacune exprimant une expérience humaine différente, un concept qu'il traduit magistralement à travers la diversité et la profondeur de son œuvre picturale. Donc, de retour sur le plateau pour entamer notre discussion sur l'art avec notre invité, le plasticien Mohamed Bartash. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc, on a vu dans ce reportage que vous êtes, donc vous avez étudié le management. Exactement. Du coup, vous avez décidé donc d'étudier l'art avec un grand artiste, c'est Sabri Roreb. C'est vrai. Et aussi, vous avez un style à vous. Je sais que le grand plasticien Sabri Roreb, il peignait des portraits de la nature morte et vous avez choisi l'art abstrait. Ouais, c'est vrai. Franchement, c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois depuis des années, parce que l'art pour moi, jusqu'à maintenant, je le pratique comme un hobby. Jusqu'à ce moment, malgré j'ai fait plusieurs expositions individuelles, internationales, etc. Mais au début, j'ai jamais séparé ma profession du but. C'est comme un consultant international au niveau des affaires, etc. Et d'autre côté, de pratiquer mon hobby régulièrement. Donc ça fait plus que 25 ans que j'ai commencé cet hobby, que je le rappelle jusqu'à maintenant comme un hobby, avec le grand artiste Sabri Roreb et des autres. Et aussi, j'ai pris des cours en Espagne, spécialiste de la peinture.
Au début, j'ai commencé comme classique, comme un peintre classique avec le portrait, still life, comme les autres. Mais après, j'ai complètement changé mon style parce qu'avec le temps, on se développe. Notre manière de travailler, de voir les choses et notre perception par rapport à l'art. Donc j'ai développé mon style, c'est plutôt contemporain et relationné toujours avec des sujets, avec l'éducation, avec la communauté. C'est pas seulement peintre, peigner des natures mortes ou portraits, mais de relationner avec la communauté autour de nous. Oui, en parlant une fois dans Bonjour l'Égypte avec la grande soprano Farah Dibani, elle a dit c'est pas parce qu'on a une bonne voix ou parce que tu chantes bien que tu vas être un bon chanteur. Oui. Il y a d'autres critères donc que doit posséder l'artiste pour être un grand artiste. C'est vrai. C'est tellement vrai ce qu'elle a dit Farah Diba que franchement on est très orgueilleux par rapport à avoir une grande voix de l'Égypte comme Farah Diba. Mais qu'il a dit qui est complètement vrai, parce que c'est pas seulement d'avoir les talents, non, il faut travailler sur les talents tous les jours. C'est pas, si un pianiste, il faut pratiquer le piano tous les jours, 4-5 heures par jour, c'est l'exemple. Oui, je pense aussi la personnalité, on doit avoir une personnalité forte, une personnalité qui a beaucoup de volonté pour continuer, pour ne pas donc céder à la première défaite. Ce tableau n'est pas réussi, j'ai fait des fautes, alors j'arrête de peindre et il faut avoir une forte volonté. En général, comme les artistes, ils ont des sensibilités très spéciales. Pour le peintre, le moment le plus difficile, c'est le commencement devant une étoile vide, blanc, qui a rien. Donc c'est un moment vraiment très difficile parce qu'il faut créer quelque chose, il faut transmettre l'imagination, son imagination sur l'étoile. Et le reflet, c'est défis, c'est vie quotidien sur l'étoile. C'est un défi, c'est un challenge complètement difficile. Bien sûr, il y a des artistes qui ne sont pas continués parce que, comme vous avez dit, qu'il faut avoir une personnalité très forte pour confronter les problèmes quotidiens. Et même les critiques des gens qui vous disent parfois, mais c'est quoi cela que tu dessines? Voilà, c'est ça, on le voit tous les jours presque, même dans les expositions, même avec des artistes très connus, il y a des commentaires comme ça négatifs. Donc ça demande de chaque artiste pour continuer et se développer, c'est très important. Et ne pas écouter les autres. Écouter seulement les critiques positives, les critiques qui lui aident à se développer. Oui, et vous avez choisi donc l'art abstrait, qui est, je pense, comme le disent les grands artistes, pour arriver à ce genre d'art, c'est pas facile. On a commencé par les portraits, on a commencé par la nature morte, on a commencé par les bases de l'art plastique pour arriver à ce point-là. Comme le dit donc le grand Farouk Hosni, je pense que ce que j'ai dessiné, ce que j'ai peint comme des portraits, des choses de la nature, c'était dans la partie que j'étais pas mûre. L'abstrait pour moi, c'est la période que je sens que je suis mûre en ce qui concerne l'art. Oui, c'est plus mature, c'est plus avancé, oui c'est vrai. Mais à mon avis, toujours, j'ai dit dans quelques conversations qu'un artiste qui ne commence pas par la période classique,
c'est-à-dire qu'il fait bien le portrait, le nature mort, les visages, etc. Et après, il fait ce qu'il veut. L'autre jour, j'étais à Rome et j'ai vu une exposition de Hermitage, le musée Hermitage à Rome, avec un tableau de Picasso. Et le tableau, c'est un petit tableau avec 3 lignes exactement. Oui. 3 lignes exactement. Donc, mais Picasso n'a pas commencé avec les 3 lignes. Il a une histoire, il a une période des bleus, la période classique, etc. pour arriver à être Picasso. Oui. Donc, pour Anne, c'est mon opinion personnelle. Hein. Pas, il faut commencer par le classique, étudier bien le classique et après faire le contemporain, n'importe quel type des arts après. Mais il faut commencer comme un chanteur. Il faut bien étudier la musique classique et pratiquer comme Moukalsou par exemple, et après faire ce qu'il veut. Il faut étudier les règles d'abord pour savoir comment on dit, pour savoir les casser ou les négliger, mais il faut les étudier au début. Oui, parce qu'après, il faut réfléchir quand même et réfléchir ses personnalités sur l'étoile, sur la musique, sur la poésie, sur l'écriture, sur l'architecture. C'est pas seulement sur l'étoile, on parle de l'art en général. Donc, et comment vous choisissez les thèmes de vos œuvres? Vous dites que vous restez devant la toile pour penser et vous commencez à dessiner vos idées. Comment vous choisissez un thème? Je sais que vous avez fait une exposition sur les opéras. Oui. Les opéras internationaux, les plus célèbres, les plus connus. Comment vous avez choisi un tel thème et les autres thèmes? Ça, c'est une très bonne question parce que pour moi, l'art, c'est un message. C'est pas seulement on pense ce qu'on veut pour moi. Donc, il faut avoir un message, il faut avoir une idée principale. Surtout, je le relationne avec la culture et avec la communauté. Donc, il faut avoir une mission éducative au début. Donc j'ai fait une exposition sur la poésie de Babel Nourouda, c'était au musée Ahmed Chaoui. Donc les lieux est très important quand même de relationner le titre et le message de l'exposition et l'idée avec les lieux. Après j'ai fait une exposition sur l'opéra d'une manière très éducative pour faire savoir aux gens qu'est-ce que ça veut dire l'opéra, quand on voit l'opéra d'Aïda et les autres, quelle est l'histoire de cet opéra? Ce n'est pas seulement des gens qui chantent et qui crient par rapport au public, qui pensent que l'opéra c'est simplement des gens qui crient, ce qui n'est pas vrai. Et après j'ai fait une exposition sur le monothéisme et la relation avec les arts. La cohabitation entre les religions, je pense. Oui, du monothéisme. Et j'ai fait la même exposition en Égypte et en Allemagne. La prochaine exposition sera l'année prochaine. Ce sera avec la mythologie égyptienne et avec le cosmos. Donc relationner la vie quotidienne égyptienne depuis 7000 ans et la civilisation égyptienne au niveau des mythologies. Et le reflet sur le cosmos et vous savez que l'ancienne Égypte intéresse beaucoup de plasticiens ces jours-ci. C'est vrai, c'est vrai. On passe à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle donc qui a dévasté tous les domaines, la science, la technologie, les médias aussi, la musique, la littérature, l'écriture, le cinéma et aussi l'art plastique. Et architecture aussi. Et architecture, tous les domaines. Alors, exactement. Pour l'art plastique, est-ce que c'est quelque chose donc qui a des avantages ou une innovation comme on dit, ou c'est quelque chose qui a des inconvénients, qui nuit à l'art plastique et qui nuit donc au côté humain, au côté de l'artiste lui-même? Oui.
Bon, l'intelligence artificielle, c'est un sujet très intéressant depuis quelques années. C'est pas même pour le futur très proche, parce qu'après, on verra autre chose un peu plus avancé que l'intelligence artificielle. Donc, c'est un outil très important pour l'artiste dans tous les domaines. C'est la façon d'utiliser bien la technologie pour aider l'artiste, pour développer et réaliser ses imaginations. Donc, ce n'est pas un défi, ce n'est pas un challenge, c'est le contraire. C'est un outil très important pour les artistes en général, pour créer, créer ses idées sur l'étoile, sur la musique, sur la poésie, écriture, etc. Mais s'il y a quelqu'un qui n'est pas artiste, qui n'est pas un plasticien et qui utilise l'intelligence artificielle pour créer, par exemple, je veux faire un portrait d'une femme africaine, par exemple. Ouais. Je veux faire je vais donc peindre la nature morte dans le style de Claude Monet, par exemple. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre? C'est pas un artiste. C'est pas mal, hein. À mon avis, c'est pas mal. Chacun il voulait créer ou utiliser l'intelligence artificielle comme un outil et technologie, c'est pas mal. Mais le problème et le même défi et challenge ici, c'est le droit de l'auteur, le droit de l'artiste. Parce qu'il y a une question très importante. À qui appartiennent une création d'art à qui? Donc c'est une question très, très importante. Autre chose, est-ce que l'intelligence artificielle, elle va remplacer les sentiments humains? Non, bien sûr que non. Donc, le base et le plus important, c'est la création humaine, les idées principales, et après l'application de ces idées à travers les machines ou la technologie. Donc, c'est lui qui simplement donne un ordre au ordinateur, d'ici mois, une image telle, n'est pas artiste. Il faut exactement réfléchir, il faut faire les dessins lui-même. Je parle d'un artiste, du vrai artiste. Il faut faire les dessins lui-même et transmettre les idées principales à la machine ou à la technologie. Et après, il corrige, il change. On dit toujours, ce n'est pas l'intelligence de la réponse, l'intelligence de poser la question, de poser la bonne question. Mais est-ce que vous voyez que par ces moyens-là, le côté humain, lui, ses mains et sa méthode, son style, ses sentiments, est-ce que ça existe toujours? Ça recule? Non, n'existe pas. Son rôle recule? Oui, non, ne recule pas parce que l'intelligence artificielle jamais va remplacer les émotions humaines, jamais. Elle réfléchit, c'est comme un miroir qui reflète l'image que vous voulez. Donc il faut bien décrire l'image avec vos sentiments, avec vos talents, avec les sketchs que vous faites. C'est pas seulement du... Donc il doit être à la base un artiste, un plasticien, mais pas n'importe qui fait... mais je vous jure qu'il y a des gens qui ont fait ça, qui ne sont pas des artistes et qui ont créé des tableaux par intelligence artificielle. Mais au niveau du public, il faut penser un peu plus large, parce que c'est bien que même le public qui pratique l'art en général, parce que c'est très important aussi pour une communauté d'apprécier l'art. L'art, c'est pas seulement pour une communauté très limitée, très spécifique. C'est pour tout le monde. Mais on parle d'un artiste professionnel et des gens qui voulaient simplement utiliser la technologie. Il y a une grande différence.
Que pensez-vous donc de ce qui se passe de temps à l'autre? Donc il y a des gens qui prétendent être artistes et qui, je pense que, si je peux le dire, qu'ils volent des œuvres ou des tableaux ou s'inspirent d'autres artistes qui sont des artistes étrangers. Ouais. Et que pensez-vous donc de cela? Il n'y a pas des règles, il n'y a pas des règles qui contrôlent donc ce système-là? Oui, en ce cas, on parle le côté légal et le côté on parle de la propriété intellectuelle. Ça n'est pas un sujet très fort pour le moment, et c'est partout, hein, au niveau mondial. C'est pas seulement en Égypte, c'est au niveau mondial. Ça devient le respect de l'art, le respect le milieu des artistes. Mais ce type qu'on l'appelle artiste, qui imite les autres, ou transmettre l'image des autres, etc., ou s'inspire des autres, on le sait, on le connaît très bien et ne sont pas des vrais artistes. Mais récemment, par exemple, il y avait une exposition, très bonne exposition exactement, et c'est fait par une professeure d'art. Et c'était à la base des Midjourney, ou l'intelligence artificielle, Tura Aleya. Et vraiment, c'était une exposition inspirée avec l'aide des Midjourney et de l'intelligence artificielle. Et elle avait un grand succès. Mais c'était une grande artiste. Oui. Elle-même est professeure à l'université ou à la faculté d'art. Oui, c'est très bien donc d'être un grand artiste et d'essayer l'intelligence artificielle ou d'essayer d'autres méthodes, mais l'artiste est connu, c'est un vrai artiste. Oui, le vente d'Edmond, Edmond c'est un grand artiste, et c'est lui qui a commencé à utiliser l'intelligence artificielle. Il a fait un portrait, il était coûté à Christie's. Christie's, c'est le... Oui. Bien sûr. Donc, du coup, la maison de vente aux enchères Christie's à Londres. Et voilà, donc c'était en 2018. Et depuis de ce moment, l'idée sur la notion sur l'intelligence artificielle a beaucoup changé. Et encourager beaucoup des artistes d'utiliser cette méthode et cette technologie. Mais c'est toujours les défis sur le droit de l'artiste et autre chose. Une question, est-ce que l'intelligence artificielle, elle va remplacer la création humaine? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Oui, bien sûr. Une question donc sur l'art plastique en Égypte. Que pensez-vous du statut de l'art plastique actuellement en Égypte? Notamment récemment, que j'ai vu les dernières 5 années, il y a beaucoup de développement au niveau des artistes, le nombre des artistes. Simplement des statistiques en Égypte, de toutes les facultés, toutes les universités spécialistes de l'art, on a plus que 15 000 étudiants qui sortent des universités et des facultés d'art, mais en général, ce que je pense, on a plus que 50 000 artistes en tout l'Égypte, plus ou moins, bien sûr. Donc récemment, avec l'aide de la technologie, avec l'aide de l'espace ouvert au monde, aussi la relation publique, c'est très important pour un artiste. Il a encouragé beaucoup de gens d'être artistes. Donc le paysage artistique en Égypte, il a beaucoup changé. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'écoles et des études libres à la faculté de Beaux-Arts et des écoles aussi, des académies qui enseignent l'art plastique. Il y a des ateliers, il y a de grands artistes qui organisent des ateliers, des salles ou des galeries qui se trouvent partout au Caire. Donc je pense qu'il y a
mouvement. renaissance, un Ouais. mouvement artistique très Mais ce que important. vous avez dit maintenant, c'est vrai au Caire. Mhm. Ça, c'est que je ne vois pas bien. C'est simplement Dans la les autres concentration. gouvernements. Oui, la concentration de l'art ou des activités culturelles grandes en Égypte se concentre entre le Caire et l'Alexandrie. Donc c'est ça qu'on a besoin, c'est ça le rôle du ministre de Culture aussi, de concentrer avec les autres provinces en Égypte. C'est pas seulement le En fait, Caire et l'Alexandrie. le ministre de la Culture est lui-même un plasticien. Oui. Alors je pense que il doit donc se concentrer un peu sur l'art plastique, surtout qu'on a des artistes, de jeunes artistes très Surtout avec les très expositions, doués. oui, très doués. Avec les expositions collectives, on découvre des très bons artistes qui viennent du sud d'Égypte, le nord d'Égypte, partout. Quand ils participent. En Haute-Égypte aussi, les étudiants de la faculté de Beaux-Arts à Ménia, par exemple, ils sont très connus et très doués aussi. C'est vrai, absolument. Oui. J'ai donc une question sur la prochaine exposition. Ouais. Votre prochaine exposition. Quel sera le thème et où elle va être organisée? Bon, c'est la première fois que je parle de ce sujet maintenant parce que ce sera au mois de mai, l'année prochaine. Et après, ce sera en Égypte et après, je vais le transmettre en Italie. Le sujet principal, c'est sur les mythologie égyptienne et la relation avec le cosmos, avec le ciel. Ça, c'est le thème de l'exposition. Ça sera au Caire au début et ensuite en Italie, à Rome. Exactement. Oui, à Rome, c'est la capitale de l'art. C'est la capitale de l'art, c'est la capitale de culture. C'est vraiment... J'aime beaucoup à Rome. Oui, bien sûr. Partout, à Rome, il y a des monuments, il y a des artistes sur les places de Rome qui dessinent et qui sont en train donc de jouer de la musique. Alors, je pense que c'est la capitale de l'art. On dit Rome, c'est un musée ouvert. Oui. À Rome. Bon, alors, Monsieur Mohamed Bartash, plasticien, merci beaucoup d'accepter notre invitation à NATV International. C'était un grand honneur donc de vous recevoir. Merci. On a donc la conversation sur l'art ne se termine jamais. Alors, on va donc avoir une autre discussion sur l'art prochainement, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup et passez une excellente journée. Merci beaucoup à vous aussi. Et c'est un grand honneur pour moi d'être avec vous en discutant ce type de thème très intéressant. Bien sûr. On est toujours ravis quand on parle de l'art. Oui. Merci beaucoup et passez une excellente journée. Merci. Donc, mesdames et messieurs, on passe tout de suite à un autre sujet, c'est le tourisme et l'économie. Alors, l'Égypte connaît actuellement un intérêt croissant pour le secteur du tourisme, considéré comme l'un des piliers essentiels de l'économie nationale. Ce secteur constitue en effet une source majeure de devises étrangères et génère des millions d'emplois directs et indirects. Les détails donc dans ce commentaire signé Salih Hamed.